Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de WWE Survivor Series avec les Wargames cette année. Donc je viens juste de voir le premier match, j'en profite pour enregistrer en cours comme après cet après-midi je serai pas là, donc je vais essayer de faire le montage et mettre la vidéo au plus vite si je peux le faire avant de partir. Donc comme ça je profite pendant les pubs et tout ça pour enregistrer la vidéo. Bref, je vais tout de suite commencer avec le premier match. Et ce match, il s'agit des Wargames féminins. De toute façon, je m'en doutais que ça allait être comme ça. C'est assez logique quand il y a des grosses stipulations. Quand j'en mets un vers le début, un vers la fin. Et avec la Bloodline de présent, c'était assez logique qu'ils allaient mettre le Wargames féminin en début de show. Voilà, pour moi, c'est pas étonnant. Donc on retrouve Bianca Belair, Becky Lynch, Alexa Bliss, Asuka et Mia Yim du côté de la team Bianca. Et on retrouve Rhea Ripley, Nikki Cross, Dakota Kai, Io Shirai et Bayley pour la team de Bayley. Donc j'ai noté pas mal de petites choses que j'ai trouvé sympas. Alors il n'y a pas que des trucs sympas, j'ai aussi mis dans l'ordre que les personnes sont rentrées dans le ring. Donc on débute entre Bianca Belair contre Dakota Kai. J'avoue que les 5 premières minutes de match, il n'y a pas eu grand chose à dire. C'était un match en somme toute classique entre deux catcheuses. Et ensuite, du coup, au bout de 5 minutes, on a Io Sky qui va rentrer dans le ring. Voilà, à partir de là, commence à y avoir des petites choses intéressantes. Notamment un crossbody de Io Sky à travers les cordes avec Bianca qui était entre les deux rings, c'était plutôt sympa. Bon, un spot que je m'attendais à voir à un moment donné dans le match, c'est une double souplex sur les championnes par équipe. Ça, pareil, c'est un classique avec les catcheurs ou catcheuses ultra puissants. On le voyait des fois dans les matchs par équipe entre les Brawling Brutes et les Usos. C'est un classique dès que tu as quelqu'un qui est très fort qui fasse une double souplex sur ses adversaires. Ensuite, on a Io Sky qui va carrément courir sur les cordes au milieu des deux rings pour envoyer un dropkick à Bianca Belair. C'était très cool. Ensuite, on a Asuka qui rentre dans le ring pour la team Bianca Belair. Bianca va attraper à un moment donné Dakota Kai pour la jeter à bout de bras sur la cage. Oh, c'était plutôt cool. Alors, ils vont beaucoup se balancer à travers la cage. Ensuite, c'est au tour de Nikki Cross de se rendre dans le ring. Donc ouais, là, pendant les 3 minutes après l'arrivée d'Asuka, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant. Parce que pour que le premier arrive au niveau de l'avantage, c'est 5 minutes et ensuite les autres, ils rentrent toutes les 3 minutes. Du coup, attends, j'ai dit, voilà, Nikki Cross qui est dans le ring, et elle va ramener plusieurs kendo sticks et couvercles de poubelle. Donc voilà. J'ai mis très beau tornado tag de Nikki Cross depuis la deuxième corde dans le coin du ring. Ça, j'aime bien les tornado tag. Les tornado DDT plutôt, parce que tornado tag ça n'a aucun sens. Enfin si, c'est un type de match, mais voilà, là on n'est pas dans ce genre de choses. Ensuite, c'est au tour d'Alexa Bliss de rentrer dans le ring. Donc encore une fois, avec l'arrivée de Nikki Cross, il se passe pas grand chose pendant 3 minutes. J'ai noté un beau ciseau de tête d'Alexa Bliss sur Dakota Kai qui va atterrir la tête dans un couvercle de poubelle. Nikki Cross qui va nous envoyer un crossbody du haut de la cage sur absolument tout le monde. Alors elle s'en fout des alliés ou pas. C'était plutôt cool à voir, même si sur le coup je me suis dit merde, habituellement c'est le spot de Io Shirai de faire des trucs comme ça dans les Wargames. Mais bon, c'était quand même cool à voir, mais moi je voulais un saut, pour moi un bon Wargames avec Io Sky c'est forcément un saut du haut de la cage, donc j'en voulais absolument un. C'est ensuite au tour de Bayley de monter dans le ring, en avant-dernière bien sûr, pour garder le monstre Rhea Ripley pour la fin. Du coup, elle va ramener 2 échelles et une table, puisque le public demande des tables, et bah, elle va ramener une table. Échelles qui au final vont servir à rien, enfin du moins vont pas servir en tant qu'échelle, ce qui est complètement con. Bayley va envoyer une sorte de pop rock. Alors, vous savez, des fois elle fait. Ça ressemble énormément au pop rock, sauf qu'au lieu de rabattre la personne au sol, elle la projette dans le coin du ring. Voilà, elle va faire ça sur Bianca Belair. J'aime beaucoup ce truc-là. Damage Control va mettre une table entre les deux rings pour bloquer Bianca Belair contre la cage et pouvoir la tabasser. C'était
plutôt intelligent de leur part. Ensuite, on a le dommage control qui va s'aider à faire quelques prises, du genre aider Yoshirai à marcher dans les cordes pour faire une sorte de moonsault, pour soulever Dakota Kai et faire une sorte de coup de grâce. C'était plutôt cool. Ensuite, on a Mia Yim qui vient dans le ring. Elle va ramener des poubelles. Donc des poubelles qui vont pas non plus toujours servir intelligemment, mais voilà. Mia Yim va réussir un truc impressionnant, c'est un spear en passant à travers les cordes donc, qui montrent le milieu là des deux rings. Elle va faire un spear comme ça en réussissant à dégommer Bayley, c'était plutôt cool. Voilà. Ensuite, on a toutes les faces qui vont faire une souplex, chacune leur tour depuis la troisième corde. Ça aurait été plus impressionnant que les 4 fassent leur souplex en même temps. Mais là, ils ont plutôt fait ça, chacune leur tour. Bon, c'était cool aussi, mais ça aurait été mieux tout en même temps. Là, ça aurait été plus impressionnant, je trouve. Ensuite, là, on a la dernière membre de la team Bayley qui rentre, donc Rhea Ripley qui va faire un peu le ménage. Mia Yim va retenter sa spear dans les cordes, mais va être stoppée par Bayley. Et du coup, elle va se taper un coup de couvercle à poubelle, enfin même plusieurs. Et ensuite, elle va être tenue par Bayley et Io Sky pour que Dakota Kai fasse un coup de grâce sur Mia Yim. Donc on en voit plein de signes sur la team Judgment Day pour teaser le match AJ Styles Finn Balor, j'ai l'impression. Voilà. Et ensuite, du coup, on a l'entrée de Becky Lynch. Donc maintenant que tout le monde est dans le ring, on peut enfin commencer à faire le tombé. Ensuite, grâce à Bayley, Rhea Ripley va placer un riptail sur Becky Lynch, mais qui ne sera pas suffisant. J'ai noté merci Nikki Cross de nous empêcher d'avoir cette prise de merde à plusieurs dans le coin. Parce qu'ils ont souvent tendance à faire ça, vous savez, à se mettre dans le coin. Et puis t'en as une qui attrape les autres en mode powerbomb. Et puis t'en as au-dessus qui prennent les autres en mode souplex et tout. Je trouve ça hyper nul. Visuellement, certes c'est impressionnant, mais c'est moche. Et en plus c'est ultra dangereux. Bref, je suis content que Nikki Cross ait réussi à détruire ce truc parce que c'est nul. Franchement, je déteste ce truc. Ensuite, on a Io Sky qui va faire, comme je disais, ce qu'elle fait mieux dans un Wargame, c'est-à-dire un moonsault du haut de la cage. Bon, cette fois, elle va pas sauter avec une poubelle sur la tête, hein, mais elle nous fait un beau moonsault sur Bianca Belair et Mia Yim. Nikki Cross va tenter de menotter Alexa Bliss à la cage, mais se retrouve elle-même menottée à Alexa Bliss, tellement elle est pas douée. Rhea Ripley va se jeter à travers une échelle puisqu'elle a Mia Yim dans le dos. Et ensuite, on a Dakota Kai qui va recevoir le Manhandle Slam et Io Sky va se taper le KOD. Bayley va également se prendre un KOD mais à travers la cage quand on va vouloir protéger Dakota Kai et Io Sky. Et puis on termine avec une descente de la cuisse de Becky Lynch du haut de la cage sur Io Sky et Dakota Kai. Voilà, et Becky va faire le tomber sur Dakota Kai pour la victoire. Donc en petit commentaire, on a Io Sky qui a l'air de s'être fait mal à la main au début. Elle a voulu faire un moment une prise, je sais plus si c'était sur Bianca ou pas Alexa Bliss, Asuka. Et en fait on l'a vu à plusieurs fois se tourner le poignet un peu, vérifier sa main et tout. Donc ça a pas l'air d'être trop grave puisqu'elle a pu faire tout le match quand même, mais on a senti quand même qu'elle s'était un peu fait mal à la main à un moment donné, enfin vers le début du match. Ensuite j'ai noté que à part la descente de la cuisse que Becky nous fait à la fin, la première qu'elle nous a fait, elle était un peu à chier quand même. Parce que t'avais Io Sky au niveau des cordes, elle lui a mis une poubelle dessus, elle est montée que sur la deuxième corde, c'est-à-dire qu'au moment où elle saute, elle est exactement à la même hauteur que le dos de Io Sky, et puis là elle a fait sa descente de la cuisse sur la poubelle. Bon, Io Sky elle vend super bien le truc, mais franchement j'ai trouvé un peu à chier cette descente de la cuisse, hein. Par contre, au cas où on veut me dire quelque chose, par contre, je trouve qu'effectivement, l'autre, depuis le haut de la cage, elle est stylée. Mais la première que Becky Lou fait, elle est vraiment merdique. J'ai trouvé intéressant que Nikki Cross tente de se venger d'Alexa Bliss, parce que de mémoire, les deux ont fait équipe, hein, ça je le sais.
Mais quand Alexa Bliss a commencé à fricoter avec Bray Wyatt, du coup elle a fait une sorte de heel turn, ou du moins elle s'est retournée contre Nikki Cross, et du coup bah, Nikki Cross elle lui dit carrément tu crois que j'ai oublié, machin, et du coup elle essaye de s'en prendre à elle en voulant la menotter, et je trouve ça intéressant, voilà, qu'on n'oublie pas les anciennes rivalités. Et j'ai bien aimé aussi l'image entre Becky Lynch et Bianca Belair face à Damage Control qui nous rappelle clairement des souvenirs du retour du Damage Control où on avait très clairement ces 5 femmes comme ça dans le même face à face et j'ai trouvé ça cool qu'on nous le remontre. En termes de notes, j'ai mis un 3 sur 5 parce que actuellement c'est peut-être le Wargames que j'aime le moins parmi tous ceux que j'ai vus. Parce que dans les wargames, habituellement, eh ben, tu ne t'ennuies pas. Et j'avoue que par moment, ben, je me faisais chier dans le wargames. Déjà, c'est assez mal filmé. Des fois, t'as la caméra qui part au-dessus de la cage. Enfin, ça bouge tout le temps la caméra. C'est insupportable. Il y a eu, en plus, il y a eu quelques botches. Il y a eu des petits trucs ratés. C'était moyen. T'as beaucoup de moments où tout le monde est par terre, couché, où il se passe pas grand-chose. Alors que dans les wargames que j'ai vus, il y a tout le temps de l'action, ça bouge tout le temps, tu t'ennuies jamais. Alors que là, bah alors c'est peut-être aussi le fait que je suis levé tôt parce que bah j'ai plein de vidéos à tourner, j'ai ma sortie avec mes potes à faire, donc j'ai beaucoup de choses à faire et du coup assez peu de temps de sommeil à côté. Donc il y a peut-être ça aussi, mais en soi, j'avoue que je me suis pas mal ennuyé. Pourtant, il y a énormément de cas de choses que j'adore dans ce match. Mais voilà, je me suis ennuyé. En plus, victoire pour Becky Lynch, bah, ça me fait un peu chier parce que bah, t'as les autres qui sont là, qui bossent depuis des mois, et puis bah voilà, on détruit tout. Euh, voilà, je trouve ça dommage. À voir comment les choses vont se dérouler par la suite. Mais voilà, moi honnêtement, ce Wargames, je l'ai trouvé beaucoup moins bien que certains Wargames qu'on a pu voir à NXT. Voilà, notamment le Wargames où il y avait eu Toxic Attraction, Cora Jade, Kelly Ray et tout. Celui-ci est clairement moins bien. Et pour ce qui est de la prono, bah forcément oui, mon prono était bon, hein, c'était hyper facile à prédire que la WWE n'allait pas ramener Becky Lynch pour la faire perdre, c'était logique qu'ils allaient la ramener pour la faire gagner et en même temps pour créer un gros moment avec le public, ce qui a été fait parce que le public a adoré cette victoire des Face, même si encore une fois on met surtout l'accent sur Becky Lynch et pas les autres. Et moi c'est ce qui me fait chier, c'est que d'un coup avec l'arrivée de Becky Lynch, eh ben on efface totalement la championne parce que même Bianca elle est en mode ouais vive Becky Lynch machin et tout à côté. Au bout d'un moment, t'es la championne, quoi. Te rabaisse pas à tes adversaires, parce que Becky Lynch peut être une future adversaire pour toi. Donc voilà, premier match que voilà, j'ai pas trouvé hyper fameux. Voilà, ça vaut pas une mauvaise note, hein, 3 sur 5 c'est quand même un peu plus que la moyenne, mais pour moi ça vaut pas plus. On va désormais parler du second match qui est Finn Balor accompagné de Dominic Mysterio et Damian Priest face à AJ Styles accompagné de The O.C. Dans ce match, des petites choses intéressantes. J'ai noté, alors j'ai cru comprendre par ce que disaient les commentateurs que c'était un slide forearm, une sorte de connerie comme ça. Donc en gros, c'est quand AJ Styles part dans les cordes et revient faire comme le final forearm, mais assez proche du sol. C'est plutôt cool, j'aime bien. De toute façon, dès que AJ Styles s'envole, je trouve ça super cool. On a Dominic Mysterio qui va intervenir un moment pendant que AJ Styles prépare. Oui, j'ai mis le Styles Clash, mais non, c'est le Phenomenal Forearm. Et du coup, ça part en baston entre The O.C. et le Judgment Day. Voilà, avec du coup Damian Priest, Dominic Mysterio et The O.C. qui vont finir par se battre dans le public et disparaître du match. Donc c'est plutôt bien parce qu'on n'aura qu'une seule intervention et pas énormément comme il y a à chaque fois avec la rivalité The O.C. Judgment Day. On a Finn Balor qui va vouloir faire le Styles Clash mais qui va se rater. Les deux vont s'envoyer des coups de pied retournés qui est un peu le truc de AJ Styles. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Finn Balor va placer le finisher de Cedric Alexander ou encore Roderick Strong, qui est ce fameux finisher où tu jettes la personne au-dessus de toi et tu te laisses retomber sur le dos et l'autre atterrit sur tes genoux, qui est plutôt cool.
Euh, je crois que Troubac il est tombé un peu bas en train de faire de la pub avec un monstre vert en CGI, c'est un peu chelou. Bref. Ensuite, on a AJ Styles qui va nous faire un moonsault dans le coin du ring qui était trop génial puisqu'il va attraper directement Finn Balor par la tête avant de lui faire une sorte de coup de la corde à linge pour qu'il retombe sur le dos. C'était plutôt cool. Et finalement, AJ Styles va réussir à placer le Phenomenal Forearm pour la victoire. Donc, victoire des Faces à nouveau. Voilà. En commentaire, j'ai juste mis qu'on avait des refs au Japon. Voilà, on sait que Finn Balor et AJ Styles ont fait partie du Bullet Club qui était une équipe au Japon. Genre, il y a plein d'écritures sur les vêtements des aussi en japonais. Et on a également comment dire, un logo qui ressemble pas mal à celui du Bullet Club que j'ai trouvé sur internet, qui est pas exactement le même, mais qui représente plus ou moins bien la même forme de logo, sauf que là c'est sur une forme de samouraï. Donc bref, on a des petits traits au Japon, je trouve ça sympa, même si moi j'ai pas connu leur époque à la New Japan, mais voilà. La note, j'ai mis 3 sur 5. Parce que ben, le match était bien et franchement entre les deux ça mixe super bien. Mais après, j'ai pas trouvé que c'était non plus un match excellent. Je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup mieux entre les deux, vu les catcheurs que ce sont. Euh, mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça aussi bien, voire même un peu mieux que le Wargames féminin. Voilà, même si pour moi ça mérite pas plus, on est quand même dans un pay-per-view, on s'attend quand même à des matchs un peu mieux que des matchs qu'on peut trouver en weekly, parce que ça c'est clairement un match que tu peux facilement voir en weekly, donc c'est un peu dommage, mais un 3 sur 5, hein, ça reste quand même une bonne note. Et du coup, en ce qui concerne mon pronostic, et ben, comme vous avez pu le voir, mon pronostic, bah, il était pas bon, puisque moi j'avais prédit une victoire de Finn Balor, parce que je me suis dit que le Wargames féminin allait forcément être gagné par Becky Lynch. Donc s'il est gagné par Becky Lynch, il va être gagné par Mia Yim, qui fait partie de son équipe, et donc ça fait une victoire pour la team AJ Styles. Donc pour moi, je partais dans le fait qu'ils allaient faire une égalité et donner la victoire à Finn Balor pour avoir cette voilà, remettre à niveau et que forcément ça continue parce qu'on est loin d'être sur une fin de rivalité entre les deux équipes. Au final, la WWE a décidé de faire uniquement des victoires pour la team Styles. Et en même temps, ben, maintenant que j'y pense, c'est pas con parce qu'en fait, Rhea Ripley, elle est pas là. Et quand on regarde, quasiment toutes les victoires qu'ont obtenues le Judgment Day, c'est grâce aux interventions de Rhea Ripley. Et comme là, Rhea Ripley avait son match juste avant, il faut forcément qu'elle vende son match, et ben elle peut pas intervenir. Et donc finalement, bah, ça paraît plutôt acceptable que AJ Styles ait gagné, puisque bah voilà, pas d'intervention euh, notre ami euh, de notre ami Rhea Ripley. Bref, le match était vraiment cool, j'ai passé quand même un meilleur moment que le Wargames. Après, je pense que c'est aussi le temps, parce que le Wargames féminin a duré à peu près entre 40 et 50 minutes, puisque quand le match de AJ Styles et Finn Balor a commencé, ça faisait déjà plus d'une heure de show. Euh, voilà, donc si on compte toutes les pubs, qu'on a toutes les pubs, tous les machins, effectivement on doit arriver à peu près 40-50 minutes de match. Donc je pense qu'il y a aussi la longueur dans le Wargames féminin qui m'a un peu saoulé, alors que là le match, je pense qu'il a dû durer un petit quart d'heure, et c'est clairement suffisant. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce match. On passe maintenant au troisième match, donc qui est Ronda Rousey accompagnée de Shayna Baszler face à Shotzi Blackheart, qui était plutôt moyen, hein, voilà, faut le dire, hein. Après j'avais dit dans mes promos, dans mes pronos, que ce serait sûrement l'un des pires matchs de la soirée, et clairement c'est le pire match de la soirée. Ce match il pourrait ne pas exister en fait, que ça changerait rien, parce qu'il ne s'est absolument rien passé, que ce soit en termes d'histoire ou en termes de match. Voilà, il y a eu deux trois petites exécutions qui étaient sympas quand même, mais à part ça, le match était plutôt mauvais quoi. Le seul truc que j'ai mis, c'est Shotzi qui va nous faire un suicide dive sur Shayna Baszler parce que cette dernière a poussé Ronda Rousey pour sauver Ronda Rousey et qu'elle évite de se prendre la prise.
Plus tard, Ronda Rousey contre très facilement un crossbody de Chozzy. On a Ronda Rousey qui va enchaîner plein de petites soumissions le long du match. Shotzi Blackheart va tenter un DDT sur le tablier qui va être raté. Mais raté. Et c'est dommage parce que ce genre de prise, c'est incroyable. Mais je pense que c'est incroyable quand tu es avec des voltigeurs ou des mecs qui vendent bien les prises. Là, Ronda Rousey, elle a hyper mal vendu la chose. C'était mauvais à regarder, franchement. Et c'est dommage parce que les caméras avaient un gros plan sur cette prise. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on a clairement vu que la tête de Ronda Rousey n'a jamais touché le sol alors que elle est censée se prendre un DDT quoi. Elle vend quand même vite fait le truc et c'est tout. Voilà. Ensuite, on a un crossbody de Chosy Blackheart sur Ronda et Shayna Baszler depuis la barricade et en dégommant des gens du public en même temps. Bon, voilà. Et du coup, à la fin, Ronda Rousey va placer son armbar et Chosy Blackheart va même pas résister. Elle va abandonner direct. Dès que Ronda Rousey place la soumission, hop, Chosy elle abandonne et le match est fini. Ça a été hyper rapide. C'est hyper prévisible, mais en même temps c'est dommage quoi. Tu te dis ok, t'essayes de la construire pour qu'on ait un match bon et au final le match il est mauvais quoi. En commentaire j'ai juste mis que Ronda Rousey joue clairement avec Shotzi Blackheart hein, parce que Ronda Rousey n'a pas pris tant de coups ou de prises que ça, quasiment rien. À côté de ça, même Shayna Baszler elle a reçu quelques coups et tout. Elle a pas eu trop de dégâts que ça, quoi. Vraiment, les deux se sont amusés. Et Shotzi, t'avais l'impression que c'était plus une proie avec lesquelles elle s'amusait. Voilà. Ouais, c'est un peu le chat qui joue avec sa souris. C'est clairement ça, quoi. Franchement, le match était vraiment mauvais. Et ça me fait chier de voir Shayna Baszler dans un truc pareil, quoi. Hein. Du coup, en note, j'ai mis 2 sur 5. Hein. Oui, on va pas mettre plus à un match aussi mauvais, quoi. Et mon prono était-il bon ou pas? Oui, oui. Ouais. Qui à un moment donné a cru que Ronda Rousey allait perdre contre Shotzi Blackheart? Franchement, dites-le moi, qui y a cru? Personne sur la planète, à part les plus gros fans hardcore de Shotzi Blackheart, ont pu croire à sa victoire. Et je suis sûr que même les fans de Shotzi Blackheart n'y ont pas cru. Et c'est ce que je disais dans mes pronos, de toute façon, Shotzi Blackheart n'a même pas été construite correctement pour être dangereuse. C'est elle a juste été comment dire mis là. On a mis tout le focus sur Raquel Gonzalez, mais même pas sur Chozzy. Et bon, voilà, on lui donne quand même le match, mais franchement, c'est mauvais, c'est mauvais. Franchement, je suis hyper déçu. Et surtout, voir Shayna Baszler dans des trucs pareils, ça me fait chier, honnêtement. On passe désormais au quatrième match avec Seth Rollins en champion des États-Unis contre Austin Theory contre Bobby Lashley. Donc voilà pour le titre des États-Unis. Et ce match a été génial pour l'instant, parce que je n'ai pas encore vu le War Games masculin au moment où je vous parle. C'est le match que j'ai préféré de la soirée, très clairement. Il était excellent le match, et je vais vous parler de ce que j'ai aimé dans ce match. Déjà, on a le début de match où Bobby Lashley et Seth Rollins vont s'amuser chacun à leur tour à virer Austin Theory du ring pour se battre entre eux. Donc c'était plutôt marrant de dire allez hop, le petit nouveau on le dégage et tout. Je trouvais ça plutôt amusant. On a Lashley qui va placer un DDT sur Seth Rollins et en même temps un facebuster sur Theory. J'aime bien quand c'est comme ça, et puis ça change de faire la double souplex en même temps, c'est plutôt original. On a Seth Rollins qui va envoyer un magnifique coup de genou sur Bobby Lashley après une course et un saut du tablier. Franchement, j'ai adoré. Austin Theory va se servir de l'escalier pour frapper ses adversaires. Voilà, parce que les coups normaux n'ont pas beaucoup d'effet sur Bobby Lashley, donc autant prendre un escalier. Hein, voilà. Faut pas oublier que les triple threat match, il n'y a pas vraiment de disqualification, donc tu peux un peu faire ce que tu veux. Même Theory va plus tard tenter de frapper Lashley avec une chaise, mais ce dernier va la contrer. Mais voilà, il n'y a pas eu beaucoup plus d'utilisation d'objets. Ensuite, on a une roulade d'un dropkick d'Austin Theory qui est plutôt cool. Il va beaucoup faire ça, la roulade suivie de quelque chose,
qui ne passera pas à chaque fois, mais qui passera de temps en temps. On a un petit suicide dive de Rollins. Alors ça, j'ai adoré ce que il part, il fait un suicide dive sur Bobby Lashley. Il part de l'autre côté, il le fait sur Theory. Il revient, il le fait sur Lashley. Theory monte dans le ring, il le prend, il le jette en dehors du ring du côté de Lashley. Et puis là, il part sur un salto, partir à la troisième corde pour atterrir sur Lashley. Theory, c'était vraiment génial. Ensuite, on a Seth Rollins qui va contrer un ciseau de tête en powerbomb. C'était vraiment cool. Ensuite, on a Bobby Lashley qui va prendre Seth Rollins dans sa Hurt Lock. Et derrière lui, on a Austin Theory qui va faire un étranglement sur Lashley, qui va finir par lâcher Seth Rollins, qui va en profiter pour placer un Hurt Lock, un pedigree sur Bobby Lashley. C'était trop cool. On a Austin Theory qui va placer une prise vachement cool sur Bobby Lashley. Je sais pas trop c'est quoi, mais en gros, il va faire une roulade. Et en passant, il va à moitié tournoyer autour de Bobby Lashley pour le rabattre au sol sur le dos. C'était vraiment super beau à voir. Voilà. Mais malheureusement, il va très rapidement se faire prendre dans une Hurt Lock. Et Austin Theory va tenter de s'en sortir de la même manière que Brock Lesnar, donc en allant dans le coin, en le tombant. Et du coup, il va se retourner histoire de faire le tomber. Sauf que Seth Rollins va casser ce tombé en faisant un splash depuis la troisième corde. Et c'était génial. Il va tenter le tomber sur Lashley, mais Lashley va se dégager au compte de 2. Et on a également Lashley qui va placer sa Hurt Lock sur Austin Theory et Bobby Lashley et Seth Rollins en même temps. C'était plutôt cool. Seth Rollins, à un moment, se retrouvait avec Bobby Lashley et Austin Theory, les deux à 4 pattes devant lui, et il va placer son stump sur Bobby Lashley. Seth Rollins, lui, va placer une souplex depuis la troisième corde suite à Austin Theory, et il va ensuite enchaîner directement, sauf qu'au moment où il tient Austin Theory en l'air, il se prend un spear de Bobby Lashley, sauf que dans la chute, comment il s'appelle Austin Theory va en profiter pour faire le tomber sur Seth Rollins, et le temps que Bobby Lashley se remette du spear, le tomber, donc le compte de 3 sera fait par Austin Theory. Donc victoire et nouveau champion Austin Theory. Voilà. J'ai pas plus de commentaires à faire sur ce match. Il était très bon, malgré quelques petits moments quand même un peu longs et lents où je me suis un peu ennuyé. Mais dans les 95% du temps du match, je me suis éclaté. C'était vraiment génial. On a eu un super travail dans le match. On a donné du bon moment et de la bonne présence à chacun des 3 adversaires. C'était excellent. J'ai mis une note de 4 sur 5 parce que vraiment c'était très très bon. J'ai adoré. Et en termes de pronostic, je suis hyper content parce que j'ai eu raison de croire en théorie. Comme je le disais, Seth Rollins, pour moi, c'est dans mon top 3, c'est un des meilleurs catcheurs de la WWE aujourd'hui. Et même si je l'adore, que pour moi c'est un des meilleurs catcheurs, j'ai voulu croire en Austin Theory, parce que pour moi, on lui a pas fait perdre la mallette, on n'a pas changé de personnage aussi rapidement pour rien. Pour moi, c'était plutôt logique que Austin Theory allait gagner la ceinture, parce que voilà, tu peux pas le repackager aussi vite juste pour le détruire devant tout le monde. Et en plus, en soi, la défaite de Seth Rollins est plutôt protégée parce que il se prend un spear il se prend un spear de Bobby Lashley Austin Theory lui tombe dessus, donc le gars il a pas le temps de reprendre, il se prend un tombé direct. Donc je trouve que voilà, c'est pas c'est pas mal fait quoi, tout est bien réussi. Voilà, Seth Rollins plutôt protégé, Bobby Lashley plutôt protégé aussi. Enfin voilà, tout est bien fait. Donc voilà, je suis plutôt content. Austin Theory champion, je suis content, même si voilà, je préfère quand même Seth Rollins. Et pour moi, ça donne une bonne raison d'envoyer Seth Rollins affronter Roman Reigns si The Rock ne peut pas à WrestleMania. Je veux ça. Comme je le rappelle, Seth Rollins c'est quand même le seul gars qui n'a pas perdu face à Roman Reigns, qui ne s'est pas pris de pin face au chef tribal. Donc j'aimerais tellement revoir un Seth Rollins contre Roman Reigns. Donc on va maintenant passer au main event.
Donc le main event qui est le Wargame masculin avec les Brawling Brutes, Kevin Owens et Drew McIntyre contre la Bloodline, donc au complet. Du coup on commence le match entre Jey Uso et Butch. Voilà, Butch va s'amuser à faire ce qu'il fait dans les anciens Wargames, c'est torturer les doigts à travers la cage. Voilà, c'est plutôt intéressant. Le premier entrée sur le ring, c'est Ridge Holland, parce que, ouais, comme pour le Wargames féminin, le début est pas tip top. Enfin, je veux dire, pas tip top dans le sens où c'est mauvais, mais dans le sens où il n'y a pas grand chose d'intéressant qui se passe. Voilà, c'est plus au début du match un peu classique, et petit à petit, on va partir sur des trucs de dingue. Du coup, Jey Uso va se faire écraser plusieurs fois dans le coin par Ridge Holland avant de se prendre à la fois un coup de la corde à linge et un coup derrière le genou en même temps. Qui en général, le coup derrière le genou est plus une technique de heal en général, mais dans les trucs par équipe, voilà, ça passe un petit peu mieux quand c'est un face qui le fait. Jimmy Uso est le suivant à rentrer dans le ring, sauf que Roman Reigns va l'attraper et va dire je veux pas de toi dans le ring, Sami Zayn va à sa place pour essayer de voir si Sami et Jimmy, enfin pas Jimmy mais Jay, sont capables de coopérer dans le ring. Et c'était plutôt un choix intelligent du chef tribal. Butch nous fait un moonsault sur Jay et Sami qui galèrent toujours à travailler en équipe. Tandis que Ridge Holland va les enchaîner avec la fameuse double souplex dont je parlais plus tôt dans la vidéo. Sami va sauver Jey Uso d'un écrasement contre la cage. Voilà. Ensuite, on a Drew McIntyre qui va rentrer dans le ring. J'ai été étonné que Drew McIntyre rentre aussitôt dans le ring, mais bon, voilà. Sami Zayn va se prendre le DDT de Drew McIntyre. Et ensuite, c'est Jimmy Uso qui va rentrer dans le ring et qui va ramener 3 tables dans le ring qui, au moins contrairement au premier match, cette fois tous les objets ramenés vont être utilisés. Parce que dans le premier match, il y a plein d'objets qui ont été ramenés qui n'ont absolument pas été utilisés. Notamment, ils ont ramené 2 échelles. Il y en a une qui va servir, mais l'autre, tu sais pas ce qu'elle fout là. Ok. Et ça, c'est un truc que j'ai horreur. C'est qu'on te ramène des trucs dans un ring pour te faire dire regardez, il va se passer ça, et que finalement, il se passe rien. Ça, je déteste ça. Bref. Ensuite, les tensions entre Jay et Sami vont continuer et Sami va également pousser Jey Uso, ce qu'il n'avait encore jamais fait avant. Et du coup, on commence à voir des petites graines d'une rébellion de Sami Uso, Sami Zayn à ce moment-là. Jimmy va faire le coup de face sur Butch contre la cage, donc quand même une référence à la famille. Kevin Owens va ensuite rentrer, donc encore une fois étonné que ce soit Sheamus qui reste en dernier dans la cage, mais en même temps c'est le chef des Brawling Brutes, donc c'est pas non plus étonnant. Et cette fois Kevin Owens lui va ramener des chaises. Chaises avec lesquelles il va absolument détruire les Usos, plus il va faire un DDT à travers une chaise à Jimmy, et il va également enchaîner avec une Swanton Bomb sur Jey Uso. Après, il y aura plein d'autres choses faites avec les chaises, mais j'ai pas trouvé ça non plus hyper intéressant. Kevin Owens va faire passer un des Usos à travers une table, mais j'ai pas fait attention auquel c'était. Ensuite, on a Solo Sikoa qui va rentrer dans le ring, qui va nous faire une belle Samoan Drop, mais je ne sais plus sur qui c'était. Solo Sikoa va quand même réussir à coucher Drew McIntyre au sol avec un kick, même si du coup il va quand même se faire contrer en voulant envoyer le coup de fesse emblématique de Umaga. Sheamus du coup va être le dernier à rentrer pour sa team. On va avoir un triple écrasement des Brawling Brutes qui détruisent les Usos et Sami Zayn contre la cage. Sheamus va monter même sur la deuxième corde avec Solo Sikoa sur les épaules. Il va quand même un peu galérer, mais il va réussir et il va partir en arrière. Donc, après, j'arrive pas à savoir comment s'appelle cette prise parce que c'est une sorte de Samoan Drop, mais en même temps, comme la tête de l'adversaire est plus en dessous du bras, je sais pas comment on l'appelle cette prise. Si quelqu'un le sait, qui n'hésite pas à me le dire. Mais du coup, il fait ça depuis la deuxième corde.
Roman Reigns est donc le dernier à rentrer de son équipe et du Wargames, donc à partir de maintenant, on peut faire le tomber. Et j'aime beaucoup ce plan où du coup tu as la Bloodline dans un ring, les Brawling Brutes et leurs alliés dans l'autre côté, et l'image elle est magnifique. C'est dommage qu'ils aient pas fait ça avec les filles dans le premier Wargames parce que l'image aurait été dingue. Mais ça me rappelle beaucoup le face-off qu'il y avait eu dans le Wargames entre la team ancien NXT et la team New NXT. Et j'adore quand ils font ça. Du coup, Roman Reigns va faire un petit tour du ring pour délivrer des droites à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Il va choper chacun, il va lui retourner, paf, une droite. Et hop là. Il va réussir à placer un Superman Punch sur Sheamus, mais ça ne suffira pas. Toute la team Brawling Brutes, et quand je dis toute la team, je compte les alliés dedans, vont faire les coups d'avant-bras de Sheamus en même temps sur la Bloodline avec le public qui, comme à chaque fois, compte le nombre de coups portés. C'était plutôt cool. Solo Sikoa va se prendre un Brock Kick de Sheamus en tentant de sauver Roman Reigns qui va enchaîner Sheamus avec le Spear, sauf que Butch va casser le tombé, chose qui ne va pas plaire, donc je crois que Jimmy va s'attaquer à Butch, Sami aussi je crois. Et quand Jey Uso va vouloir faire un kick sur Butch, ce dernier va l'esquiver, c'est Sami qui va le recevoir en pleine face. Et franchement, il le vend super bien, le kick. Les Usos vont donc enchaîner le 1D sur Butch, mais Holland va intervenir et va se prendre un double kick des Usos et un spear de Roman Reigns à travers la deuxième table qui était encore debout. Enfin, quand je dis debout, en plus, ouais, elle était vraiment debout contre le coin de ring. Voilà, et on a eu un petit moment aussi de tension avec Jimmy qui voulait vérifier comment allait Sami et Jey Uso qui disait non, mais on s'en bat les couilles, viens avec moi, on va s'occuper de Butch. Et du coup, ils ont laissé Sami par terre. Ensuite, on a Solo Sikoa qui va à nouveau sauver Roman Reigns en envoyant le finisher de The Rock, parce que je me souviens jamais de comment s'appelle le finisher de The Rock. Sur Drew McIntyre et à travers la dernière table qui était sur le ring. Donc voilà, on utilise tous les objets et ça me fait plaisir. Solo Sikoa ensuite va se prendre le stunner, mais Roman Reigns va casser le tombé. Et là on a un petit enchaînement hyper cool dans le face-off entre Roman Reigns et Kevin Owens, puisque Kevin Owens va d'abord contrer le Superman Punch, Roman Reigns va contrer le stunner, sauf qu'il va quand même recevoir le stunner. Ah non, il va contrer, oui je me suis trompé, il va contrer le stunner à nouveau, mais Owens va placer sa pop power bomb, puis là il place vraiment son stunner, sauf que Sami Zayn va empêcher l'arbitre de faire le compte de 3 en lui attrapant le bras. Du coup, il va y avoir un petit face-off à nouveau parce qu'on avait déjà eu un, mais qui avait été cassé par Ridge Holland. Là, on a un nouveau face-off entre Owens et Sami Zayn. Owens va contrer un kick de Jimmy Uso et Sami Zayn va en profiter pour lui mettre un low blow, voilà, montrant finalement où il tient sa loyauté. Ensuite, il va mettre son coup de pied qu'il fait dans le coin dans la face de Kevin Owens qui va lui tomber dans les bras. Et Sami Zayn va juste allonger Kevin Owens au sol. Il va dire à Jey, bah vas-y, tu peux faire ton splash, il est tout à toi. Et du coup, Jey Uso va faire le Uso splash et ramener la victoire pour la Bloodline. Donc c'était vraiment un bon match, même très bon, même si le début, franchement, jusqu'à ce que tout le monde soit dans le ring, c'était un petit peu lent, un peu mou, mais j'avoue que toute l'histoire racontée autour de Sami Zayn était vraiment géniale. Notamment dans mes commentaires, j'ai mis que j'ai adoré quand Sami Zayn hésite à rentrer dans le ring et que tout le public est en train de crier Sami Uso, Sami Uso, et puis là ça lui donne, enfin c'est pas que ça lui donne du courage, mais voilà, ça le met encore plus face à sa responsabilité d'être un membre de la famille Bloodline. J'ai noté aussi que Solo Sikoa, alors là forcément les plus jeunes qui suivent le catch ne vont pas forcément connaître, enfin du moins ceux qui suivent le catch depuis récemment, c'est plus dans ce sens-là que j'entends le terme jeune, mais pour ceux qui ont connu le catch comme moi il y a à peu près 10-15 ans, vous avez forcément connu Umaga.
Et je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai trouvé que Solo Sikoa me faisait beaucoup penser à Umaga, notamment dans sa gestuelle, quand il écarte les bras et qu'il crie, dans sa façon de vouloir tenter le coup de face en faisant un petit appui dans le coin du ring et tout. Enfin, il m'a beaucoup fait penser à Umaga et moi ça me fait du bien parce que bah, Umaga c'est un catcheur qui est décédé il y a longtemps et que moi personnellement j'ai adoré, il est absolument génial, c'était un putain de monstre. Il y a même Randy Orton il y a pas longtemps dans un article qui a dit que pour lui Umaga était le vrai chef tribal parce que bah faut pas oublier que Umaga est un membre de la famille Anoa'i, donc de Roman Reigns, The Rock et tout ça. Et voir Solo Sikoa faire pas mal d'hommages à la famille, quoi, ça fait plaisir entre le finisher du Rock, les ressemblances avec Umaga, ça franchement j'ai adoré. À la fin, du coup, avec la victoire, on a Roman Reigns qui va prendre Sami Zayn dans ses bras. Et sur le coup, je me suis dit, comment va réagir Jey Uso? Et ben, Jey Uso a lui-même pris Sami Zayn dans ses bras. Et je ne sais pas si ça met vraiment fin aux tensions entre les deux, mais en tout cas, avec tout ce qu'a fait Sami Zayn pour la Bloodline dans ce match, et ben on a enfin Jimmy, enfin pas Jimmy, mais Jey, qui voilà, reconnaît plus ou moins Sami Zayn comme un membre de la Bloodline. Et puis bah, Sami et Jimmy vont faire leur check habituel. Donc voilà, cette fois la Bloodline a l'air plus solide que jamais. Et c'est vraiment très cool. J'ai noté le match 4 sur 5. Au début, je voulais baisser la note. Mais vu tout ce qui s'est passé à la fin, c'est absolument génial. Et avec toute l'histoire racontée autour de Sami Zayn, pour moi, ça mérite clairement son 4,5 sur 5. Même si en soi, on pourrait même baisser à 4, mais pour moi, voilà, avec toute l'histoire racontée, voilà, s'il n'y avait pas eu tout de raconté autour de Sami, j'aurais redescendu à 4, mais voilà, vu tout ce qui tourne autour de Sami Zayn, pour moi, ça mérite cette note-là. Et en termes de pronostic, eh ben, j'avais plus ou moins raison. Alors certes, on pouvait avoir n'importe quoi, on pouvait faire perdre Roman Reigns sans qu'il y ait de tomber sur lui. Mais franchement, je voyais plutôt la Bloodline gagner et la Bloodline a gagné. Donc je suis plutôt content. En plus, c'est même pas Roman Reigns qui fait le tomber, mais Jey Uso. Donc c'est plutôt cool. On va donc conclure la vidéo qui est très longue, mais en même temps, on a eu des matchs assez longs avec beaucoup de choses à dire. Dans soi, je suis content parce que c'est la première fois que je fais des pronostics. Et sur 5 matchs, eh ben, j'ai eu 4 bons pronostics, hein, donc je suis content. Il n'y a que le Finn Balor AJ Styles où je me suis gouré. Et tout le reste, bah, j'avais raison. J'ai eu raison de croire à Austin Theory qui me donne un bon score de 4 bons pronostics sur 5. Donc merci Austin Theory. Enfin, surtout merci Triple H hein, d'avoir cru en Austin Theory. Voilà, parce que ça me donne raison et je suis content quand j'ai raison. Voilà. Donc en même temps, on a eu des mauvais matchs, des matchs plutôt très bons. Et du coup, je suis plutôt satisfait des Survivor Series War Games, même si je trouve que le nom est un peu pourri, parce qu'on appelle ça les Survivor Series, sauf qu'il n'y a pas de Survivor, quoi. Il n'y a pas ce côté de survie comme il y a dans les Elimination Tag. Il n'y a pas eu de match Survivor Series. Donc à la limite, j'aurais préféré qu'ils appellent juste ça les War Games, parce que bah, appeler ça les Survivor Series War Games, c'est un peu pourri quand t'as pas de Survivor Series match, quoi. Enfin, de match, voilà. Peut-être qu'il y en a eu un dans le kick-off, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a eu dans le kick-off, j'ai pas regardé, je regarde jamais le kick-off pour ceux qui me découvrent, voilà. Donc en soi, c'est un bon pay-per-view. C'est sûr qu'à côté de Crown Jewel, c'est excellent, hein, parce que Crown Jewel c'était vraiment mauvais. Mais là, on a plutôt un bon pay-per-view, en sachant que le prochain, apparemment, bah, il y aura NXT Deadline le 10 décembre. Et après, on enchaîne directement avec le Royal Rumble. Donc, on enchaîne avec deux de mes pay-per-view préférés pour les shows principaux. Donc, j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer au Royal Rumble. Du coup, ben, si vous voulez voir les autres vidéos de la chaîne Anacalypse Wrestling, n'hésitez pas. Si vous voulez voir autre chose que du catch, et ben on fait d'autres choses sur nos autres chaînes YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Anacalypsiens.